Mesdames et Messieurs, chers jeunes concitoyens ici présents, c'est avec un grand plaisir que je me joins à vous pour participer à cette activité en prélude de la 23e édition du Forum du premier emploi organisé par le mouvement des entreprises du Sénégal. Au fil des années, ce rendez-vous s'est imposé comme un cadre privilégié d'échange et de réflexion autour des enjeux économiques et plus particulièrement ceux liés à l'emploi des jeunes auxquels fait face notre pays et le monde. En m'invitant à présider cet atelier training au profit des demandeurs d'emploi, vous me permettez de m'adresser directement à des jeunes compatriotes pour leur adresser un message d'espoir, mais aussi de vérité. Mais d'arriver à ce message, je voudrais rappeler tout ce qui a été fait dans le domaine de la formation et de l'emploi des jeunes sous le magistère de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall depuis 2012. Sur ça, je ne vais pas être très long parce que Monsieur le Directeur de l'Emploi l'a fait. Mesdames et Messieurs, comme l'a rappelé le chef de l'État dans son discours de vœux du Nouvel An, le soir du 31 décembre dernier, le Sénégal de 2023 est sans commune mesure avec celui de 2012. Et ça, peut-être, nous avons en face des jeunes. En 12 ans, les choses vont vraiment vite. Avec les réseaux sociaux, on reçoit beaucoup d'informations qui nous font oublier de là où nous venons. Je me rappelle en novembre, décembre 2011, le débat, ce n'était pas l'emploi, mais le débat, c'était l'électricité, le débat, c'était la vie chère. Et de ce point de vue, le Sénégal a beaucoup évolué et peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Le bilan en termes de formation et d'emploi illustre parfaitement cette assertion. En effet, rien qu'entre 2016 et 2023, l'État a financé à travers l'E3FPT la formation de 400 000 jeunes et femmes dans diverses filières telles que les métiers du bâtiment, l'électromécanique, le transport, la fibre optique, l'agroalimentaire, entre autres. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que l'E3FPT ne finance pas la formation initiale. Il finance la formation continue, c'est-à-dire des formations courtes, qualifiantes, qui permettent d'accéder à un métier au bout de 3 mois, 6 mois, 1 mois. Et c'est la grande différence, parce qu'il y a ceux qui sont dans les universités, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir le bac, le BFM, l'entrée en 6e, qui sortent des DARA et qui doivent être insérés dans le milieu professionnel. Donc, pour ces gens-là, l'État a créé un dispositif avec le secteur privé, parce que le 3FPT aussi, ce n'est pas seulement un financement venant de l'État, c'est la CFC, la contribution forfaitaire à la charge des employés. C'est bien, contribution forfaitaire, voilà, forfaitaire à la charge de l'employé. Entre 1960 et 2012, le Sénégal comptait 2 universités, l'université Cheikh Anta Diop et l'université Gaston Berger à Saint-Louis, et 3 centres universitaires régionaux, les CUR, à Bambey, Thiès et Ziguinchor. Sur une décennie, les CUR ont été érigés en universités, et 3 nouvelles universités ont vu le jour. Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, El Hadj Ibrahima Niass du Sine Saloum, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, que vous connaissiez sous le nom d'UVS, l'université virtuelle du Sénégal, sans compter le campus franco-sénégalais. Je rappelle aussi que le gouvernement est en train de travailler en ce moment même sur l'université Souleymane Niang de Matam et l'université du Sénégal oriental. Beaucoup d'investissements, comme le rappelait encore le président de la République, ont aussi été consentis dans les équipements pédagogiques, le recrutement d'enseignants, la revalorisation du traitement et autres avantages des personnels, toutes catégories confondues, et la construction d'infrastructures d'hébergement et de restauration des étudiants. Et chaque année, l'État octroie plus de 82 milliards de francs CFA en bourse et aide aux étudiants. Il faut rappeler qu'il y a des pays qui, peut-être économiquement, sont plus riches que le Sénégal, budgétairement sont mieux dotés que le Sénégal, mais ne font pas autant d'efforts. Comme je le dis, je suis porte-parole du gouvernement, je ne peux pas citer des pays. Mais ici, en Afrique de l'Ouest, je vous donne un exemple. À l'université, par exemple, il y a des pays qui ne servent que le déjeuner.
dans les restaurants universitaires. Au Sénégal, on sert le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le prix du petit déjeuner, si je ne me trompe, il est de 50 francs. Le prix du déjeuner et du dîner est à 100 francs. Et le président Macky Sall me rappelle souvent que ce prix est moins élevé que le prix qu'ils payaient eux à l'époque où ils étaient étudiants dans les années 80. Donc pour vous dire encore les efforts qui sont faits par l'État du Sénégal. La bourse généralisée aussi, ça n'existe pas dans beaucoup de pays. Je pense qu'il n'y a que le Sénégal qui fait cela. Donc tout cela, c'est des efforts qui sont faits pour la jeunesse sénégalaise pour lui permettre d'avoir une formation dans les conditions adéquates. L'ADER-FJ a déjà financé 230 000 jeunes et femmes porteurs de projets pour une enveloppe de 120 milliards entre 2018 et 2023. Le programme Réunion, monsieur le directeur Fall vient d'en parler, de Moudou Fall. Le programme Réunion portant sur 82 000 emplois jeunes pour un montant de 450 milliards tous les 3 ans. Donc 150 milliards par an pour aider les jeunes à s'insérer. On ne dit pas que c'est un emploi durable, mais c'est un emploi qui permet de se mettre le pied à l'étrier, d'être au contact du milieu professionnel, de voir comment ça marche, de pouvoir, comme il l'a dit tout à l'heure, avoir les attitudes, le comportement qu'il faut, apprendre quelque chose, voir des niches où on peut se réaliser dans le futur. Ces investissements et initiatives, parmi tant d'autres, portés notamment par l'ADPME, l'ANPEJ, le FONGIP, prouvent que les opportunités existent dans notre pays pour se former et entreprendre. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce moment de mon propos m'adresser aux jeunes. Tout d'abord, il me semble important de rappeler brièvement la trajectoire de notre pays, le Sénégal, et l'empreinte laissée par chacun des hommes ayant présidé à sa destinée. Parce que souvent, on pense qu'on doit tout attendre de l'État, des hommes politiques, mais nous, les jeunes, c'est vrai que j'ai un peu blanchi, mais je me considère encore comme jeune, nous, les jeunes, nous avons aussi une responsabilité, nous avons un devoir de contribution. Le président Senghor a travaillé à l'édification d'une nation, c'est-à-dire qu'on soit une nation, qu'il n'y ait pas de différence entre nous, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de nation, c'est une superposition d'ethnie ou de religion ou ce genre de choses. Nous, nous sommes Sénégalais. Quand on voit le drapeau vert, jaune, rouge, ça fait vibrer notre sang. Quand on peut entendre un chanteur manding, Diola, Alpulaar, ça nous parle, n'est-ce pas? Quand Sadio Mané marque un but, c'est pas parce qu'il est censé que je vais me lever ou pas. Donc on est une nation, on a quelque chose qui nous unit. On respecte au même titre le cardinal que le khalife général, parce qu'on a quelque chose, notre commun volonté de vivre ensemble, comme le disait le président Senghor. Et ça, nous nous devons au président Senghor, qui a su mettre ensemble, au même pied d'égalité, tous ces Sénégalais et cette diversité. L'édification de l'État, un État fort organisé. Le président Abdou Diouf a renforcé l'existence de cet État et nous a permis d'avoir un pluralisme démocratique, ce qu'on a appelé le multipartisme. Parce que tout ça, ce que nous voyons aujourd'hui, 200 candidats, ce n'est pas notre fait à nous. C'est parce que d'abord, il y a eu un homme qui s'appelait Abdou Diouf qui a décidé qu'il y aurait beaucoup de radios, qui a décidé que voilà, on pouvait avoir beaucoup de partis politiques. Parce que jusqu'en 1980, le président Senghor, il y avait quelques courants politiques, n'est-ce pas? Donc au-delà de ça, il y a eu le président Abdoulaye Wade qui nous a donné une ambition économique, qui a parlé du Sénégal, du futur, qui a commencé les grandes infrastructures, la stratégie de croissance accélérée. Le président Macky Sall, tout le monde le sait, c'est l'homme qui a parlé de l'émergence, de la modernisation du Sénégal, des infrastructures, on en parle un peu partout. Il est à l'origine de l'amorçage de l'émergence, de la modernisation du Sénégal avec les infrastructures, l'électricité disponible. Je vous l'ai dit, en 2012, on était à 500 MW d'électricité, de capacité de production. Aujourd'hui, on est à 1700 MW. Moi, dans mon rôle de ministre du Commerce et des PME, je vois des entreprises s'installer au Sénégal. Quand on leur pose la question, pourquoi pas avant, ils nous disaient, mais vous n'avez pas assez d'électricité. Par exemple, au Sénégal, une bonne partie du fer que nous consommons vient beaucoup d'usines de métallurgie installées au Sénégal. L'année dernière aussi, on a eu une nouvelle usine. L'année prochaine, il y en aura d'autres. Mais quand vous leur posez la question, ils vous disent, mais vous n'avez pas assez d'électricité. Moi, je vois dans les fiches des entreprises qui payent plus d'1 milliard de factures d'électricité par mois. Et pourquoi? Parce que l'électricité est disponible.
des entreprises qui fabriquent aujourd'hui au Sénégal des batteries de véhicules, qui collectent du plomb, de l'aluminium, qui le retravaillent en lingots, qui l'exportent à l'extérieur du Sénégal dans des usines Toyota pour refaire des voitures. Donc on a un tissu industriel qui commence à se développer parce que nous avons de l'électricité. Donc les zones économiques spéciales, les agropoles, les parcs industriels, le parc de technologie numérique qu'on va inaugurer bientôt, le transport, la mobilité, le TER, le BRT et toutes les autres transformations structurelles enregistrées qui participent à la modernisation. Donc chaque président ayant sa mission, celle du prochain sera de rendre notre pays plus souverain, car moins dépendant de l'extérieur concernant les produits que nous consommons. Ça, c'est un vrai défi. Le débat, c'est ça, comment être plus souverain dans ce que nous consommons, comment produire davantage au Sénégal. Il s'agira de mettre l'accent sur l'industrialisation, tout le monde est d'accord sur cela, pour laquelle des jalons ont été posés entre 2012, mais qui pourra être accéléré avec l'exploitation du pétrole et du gaz destiné à rendre l'électricité moins chère, ce qui va se répercuter positivement sur les coûts de production industrielle et sur la compétitivité. Ainsi, au-delà du civisme et du patriotisme, notre jeunesse, nos entrepreneurs, nos hommes et femmes d'affaires auront une mission essentielle consistant à saisir ces opportunités, à s'engager dans tous les secteurs d'activité et à être performants. Souvent, on entend dans le débat Auchan dégage, France dégage, Super U dégage, China Mall dégage, peut-être même un jour, les gens vont nous dire Medes dégage, Karim dégage, vous voyez, dégage, dégage, dégage. Mais quand on dégage quelque chose, il faut créer quelque chose. Il faut créer quelque chose. La réalité. Donc ces dossiers, ces sujets font couler beaucoup de salive. C'est parce qu'à côté d'eux, mais nous, Sénégalais, est-ce que nous avons su créer quelque chose qui peut nous permettre de les substituer à ce que nous disons? Parce qu'il y a une réalité. L'économie du Sénégal, entre 2012 et 2023, a beaucoup évolué. Nous avons un PIB de 20 000 milliards. Si mes souvenirs sont bons, le PIB, ce n'est pas tout ce que nous produisons. C'est juste la valeur ajoutée que nous produisons. La marge à peu près, ce n'est pas exactement ça, mais les marges que nos entreprises font, ou les entreprises installées au Sénégal font. Maintenant, quand ça évolue pendant 10 ans, on le ressent. Par exemple, le PIB par habitant du Sénégal est passé d'environ 1 200 $ à 1 700 $. C'est plus de 40% d'augmentation de notre PIB par habitant. Mais ça crée de la richesse, ça fait émaner une classe moyenne, mais peut-être qui veut aller faire ses courses dans des conditions meilleures qu'au marché X ou Y. Moi, je suis né à la Médina, je peux dire au marché Tilène, n'est-ce pas, ou au marché Castor, ou au marché Tiaroy. Mais s'ils ont envie de ça, ils ne se disent pas que c'est Auchan, c'est français, c'est italien, c'est éthiopien ou c'est sénégalais. Ils veulent tout simplement que ce soit bon et que ce soit à leur niveau. Maintenant, si nous n'en créons pas, si nous ne créons pas des commerces de ce niveau-là, mais les autres vont venir en créer et l'installer chez nous. C'est Auchan dont nous parlons, mais ils sont partout dans le monde. Vous allez dans les pays arabes, même en Chine, qui est un pays peut-être très nationaliste et tout ça, vous allez trouver Carrefour ou autre. Est-ce que nous faisons l'effort pour créer des entreprises de cette nature? Je vous donne juste une expérience que j'ai connue au Maroc. Quand Auchan, je ne veux pas citer des marques, mais on est obligé de venir s'installer dans les années 80 ou ce genre de choses, ils ont pris le nom Assima. Donc Auchan, Carrefour, ce genre de choses. Mais en face, qu'est-ce que les Marocains ont fait? Le patronat marocain a fait, mais ils ont créé Marjan. Marjan, qui est une enseigne marocaine qui propose les mêmes produits. Donc, si on a envie de consommer marocain, on va là-bas. Si on a envie de consommer autre chose, on va de l'autre côté. Mais le consommateur, on ne peut pas le priver de son besoin de qualité, de son besoin d'évolution, parce qu'il a les moyens. Et quand il a les moyens, il y a quelqu'un qui doit saisir cette opportunité. Et nous ne le faisons pas. Maintenant, le discours politique populiste, c'est de dire, ouais, il faut les dégager, mais le discours du bon sens du chef d'entreprise ou de l'entrepreneur, c'est de se dire qu'il y a une opportunité et pourquoi je ne suis pas à ce niveau-là pour pouvoir offrir ce type de service. Nous devons donc créer nos propres marques. Là, je ne parle plus à ceux qui sont des prétendants au premier emploi, mais ça, c'est aux entrepreneurs et savoir aussi que ceux qui vont chercher un premier emploi, nous espérons
qu'ils puissent devenir demain des employeurs. Donc nous devons créer nos propres marques, car le consommateur ira là où il trouvera satisfaction du point de vue qualitatif. Aussi, nous devons davantage produire ce que nous consommons. En cela, je salue le travail de tous ces jeunes entrepreneurs sénégalais engagés dans une production locale de qualité dans plusieurs secteurs d'activité. Heureusement, ils sont de plus en plus nombreux. Le gouvernement dont je m'honore de porter la parole a l'ambition d'élargir ses possibilités. Le président Macky Sall, durant ses 2 mandats, a fait ce qu'il fallait. Le prochain président, si c'est celui que nous entendons bien faire élire, parce que moi aussi j'ai mon candidat, continuera à faire ce qu'il faut pour ce qui est des prochaines étapes. Toutefois, sur ce chemin, il nous faut une jeunesse qui change de mentalité. Une jeunesse consciente que le travail salarié classique n'est pas la panacée. C'est bien d'être salarié, il le faut d'ailleurs, c'est recommandé pour apprendre, pour connaître. Le directeur l'a dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le contrat et de dire que ma vie est faite, j'ai la sécurité de l'emploi. Non, c'est pour y aller apprendre des choses parce que chaque 5 ans dans votre vie, vous allez avoir de nouveaux défis. Il nous faut de plus en plus d'entrepreneurs car, pour reprendre une formule chère aux start-upers, dans la vie, chaque problème a une solution et chaque solution apportée est potentiellement une start-up, une entreprise. Mais pour être entrepreneur, comme je l'ai été moi-même, le président Bani vous le racontera un jour, il faut un parcours, on ne s'autoproclame pas entrepreneur. Il faut un parcours d'apprenant. Et c'est ce qui est important. C'est-à-dire à chaque étape de votre vie d'étudiant, de votre vie d'employé, vous devez en profiter pour apprendre quelque chose, identifier des niches, n'est-ce pas? Le comportement, il est important. Avoir l'humilité. Moi, quand je vois quelquefois mes nièces, mes cousins parler, oui, de madame, patron, vous m'avez tangué le café. Et nous, combien de fois on nous a fait faire des cafés? Combien de fois? Combien de fois on nous a dit, va me récupérer tel colis ou ce genre de choses? Ça fait partie de la vie. Et ça forge, ça donne de l'humilité. Ça, moi, ça me permet aujourd'hui, quand je reçois chez moi des syndicats ou au bureau, de leur servir moi-même le café. Ou, je ne sais pas, de préparer le thé, je ne sais pas, et de les écouter. Donc ça donne aussi, ça permet aux autres de savoir qu'on est entre compatriotes, qu'on est entre humains. Mais lorsqu'on va chercher un emploi, ce n'est pas parce qu'on est diplômé qu'on est le meilleur. Et ce n'est pas ce qu'on a appris seulement à l'école, le résultat de nos évaluations. C'est aussi le comportement, n'est-ce pas, le savoir-être qui permet aussi d'aller loin. Parce que vous verrez des diplômés qui vont avoir un emploi, d'autres qui ne vont pas avoir un emploi. Les uns vont avoir des emplois mais ne vont pas évoluer, ils pourront rester 30 ans au même niveau. Il y en a d'autres qui, chaque année, vont évoluer parce qu'ils sont... Voilà. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut se précipiter, il faut prendre le temps. Mais chaque étape est un moment d'apprentissage. Donc, être ce qu'on appelle un intrapreneur, accepter de se former, faire des stages quand l'opportunité se présente. Et le moment venu, créer aussi sa propre entreprise, car il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui réussissent parce qu'ils ont d'abord été employés et ont acquis de l'expérience que l'inverse. Plus on acquiert de l'expérience, il sera plus facile d'être entrepreneur. Chers jeunes frères et sœurs, je suis venu vous dire que le Sénégal nous appartient. Et par-delà l'Afrique et le monde, si nous sommes conscients de nos défis et de notre potentiel. Les gens venus d'autres horizons décèlent les opportunités dont relève notre pays. En effet, il y a plus d'étrangers qui s'installent au Sénégal que de Sénégalais qui s'installent à l'étranger. Mais c'est la réalité, ce sont les statistiques de l'ANSD. On parle de l'immigration clandestine. Vous allez prendre les statistiques de l'Union européenne. Ceux qui viennent par pirogue, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans nos pays, je ne dis pas que l'économie, ça va pour tout le monde, que c'est rose partout. D'abord, premier fait, ça ce sont des statistiques de l'Union européenne. Les pirogues qui arrivent en Italie et en Espagne, quand on écoute le débat au Sénégal, on pense que tous les migrants viennent du Sénégal. Le Sénégal est à peu près le 18e pourvoyeur de migrants irréguliers dans ces pays. 18e. On a l'impression que tous ils viennent du Sénégal. Ceux qui viennent du Sénégal sont moins de 2%. Moins de 2%.
Donc, il y a des Sénégalais qui partent, mais en réalité, nous ne sommes pas le seul pays qui envoie là-bas des migrants. Ce n'est pas un motif de satisfaction aussi. Mais il faut qu'on se dise les vérités, qu'on évalue les choses. Et partout dans le monde, donc, partout dans le monde, les humains quittent un point pour un autre. C'est dans l'ordre naturel des choses. Quand on migre, ce n'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on n'a rien, c'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose, excusez-moi du terme. Quand on migre, c'est vrai, beaucoup de gens migrent pour des raisons économiques, parce qu'ils n'ont pas trouvé un emploi, parce qu'ils ne s'en sortent pas, c'est vrai. Les statistiques disent, en général, je ne dis pas dans l'absolu, en général, les Sénégalais qui s'installent à l'étranger, au bout de 3 ans, ils reviennent. Mais les étrangers qui s'installent au Sénégal, en général, ne repartent pas, parce que le pays est stable et il y a une certaine attractivité. Il est aussi important de noter que ces opportunités ne relèvent pas seulement de la commande publique. Souvent, quand je vais dans des forums comme ça, on nous parle de la commande publique. Commande publique. Monsieur le ministre, marché, chacun veut un marché public. Mais en réalité, les marchés publics, on dit que 65 à 70% des marchés publics, si je me rappelle des statistiques, sont réalisés, exécutés par des entreprises sénégalaises ou communautaires. Le reste de cette commande publique, ce sont les grands projets qui sont financés par des bailleurs internationaux. Et les bailleurs internationaux, si on fait appel à eux, c'est parce que le système bancaire local ou communautaire n'arrive pas ou ne nous permet pas de financer nous-mêmes nos infrastructures. Vous faites Ila Touba, 400 milliards, vous n'avez pas de banque dans la sous-région ou au niveau local qui peut le financer. Donc, financement international, appel d'offres international. Ou un pays vous fait ce qu'on appelle un crédit à l'export. C'est vrai, c'est pour vous permettre de faire un projet, mais c'est aussi pour exporter le savoir-faire de son entreprise. Mais 65%, donc plus de 2300 milliards, sur les dernières statistiques que j'ai, qui sont exécutés par des entreprises locales. Mais on se focalise sur la commande publique. Alors que notre PIB, l'année dernière, c'est 20 000 milliards. Tout le monde veut aller sur les 2300 milliards, mais on oublie qu'il y a 20 000 milliards, non pas de chiffre d'affaires, mais de valeur ajoutée créée par nos entreprises, par notre économie. Mais qui nous nourrit, qui nous loge? L'État du Sénégal fait l'expérience tous les jours. Je vais vous donner des exemples. Le programme mobilier national. Le programme mobilier national, chaque année, c'est 1 milliard, 2 milliards de mobilier achetés à des menuisiers locaux. Je ne vais pas faire de la publicité, mais si vous allez sur l'avenue Blaise Diagne, Touba Ameublement, ce genre de choses, mais ils font un travail remarquable. C'est des employés de sociétés qui ont acheté du matériel, qui font du mobilier sénégalais reconnu. Vous allez à la foire de Dakar, vous êtes impressionné par ce qu'ils font. Souvent, j'entends aussi le débat, par exemple, sur le prix de l'arachide. Même chose. On se bat pour avoir un prix de l'arachide plus élevé. L'État dit le prix plancher, c'est 280. Prix plancher, donc personne ne peut acheter à un prix plus bas. On se bat entre 300, 370, 350. Mais moi, je vois des étrangers installés au Sénégal qui achètent l'arachide à 700 francs. Ils ne se préoccupent même pas. Mais ils vous disent, monsieur le ministre, nous, si on l'achète avec un investissement de 100 millions, nous terrifions l'arachide, nous le mettons sous vide, et dans 6 mois, sur le marché international, ça va valoir peut-être 2 000, 3 000 francs. Donc le débat sur 500, 600, ce n'est pas un problème. Même jusqu'à 1 000 francs, nous, on peut acheter. Mais ce n'est jamais des Sénégalais qui le font. Et ça, ce n'est pas une question de nationalité, c'est une question d'idée, c'est une question de métier et d'entrepreneuriat. Donc il est clair que ce serait une erreur de baser toutes les stratégies de production sur les commandes attendues de l'État et des collectivités publiques. Il faut voir plus grand, et voir plus grand, c'est participer à nourrir, habiller, loger les Sénégalais. Nous devons être une nation où l'entrepreneur occupera une bonne place dans l'économie, où l'industriel fera une part déterminante, où le savoir-faire local sera stimulé et porteur de croissance. Pour finir, j'exhorte à nos jeunes sœurs et frères présents à cet atelier de bien suivre les enseignements offerts dans ce cadre bienveillant mis en place par le MEDES. Monsieur le Président, je vous félicite, parce que ça, vraiment, c'est de la générosité. Vous aurez pu vous limiter à
créé le forum, mais vous avez créé le forum, vous avez senti aussi que quand on doit faire face à un employeur, il fallait mieux se préparer. Il fallait savoir se vendre en humilité, avoir un savoir-être qui peut faciliter l'accès au premier emploi. Ainsi, beaucoup parmi vous pourront afficher le sourire au lendemain du forum du premier emploi, prévu les 16 et 17 janvier prochains, parce qu'ayant alors décroché un contrat de travail. C'est le souhait et les prières que nous formulons pour vous. En attendant, je souhaite plein succès à nos travaux de ce matin et vous remercie de votre attention.